En octobre 1917, le soviet de Petrograd, c'est ainsi qu'on appelait alors Saint-Pétersbourg, avait dispersé par la force l'Assemblée constituante le lendemain même de sa première session. Par conséquent, tous les pouvoirs reposaient entre les mains de ce soviet, dont le chef n'était autre que Lénine. Et ce soviet de Petrograd avait pour relais à travers tout le pays tous les soviets analogues, soigneusement noyautés par les bolcheviks, puissamment armés, qui étaient censés représenter la volonté du peuple et donc ont immédiatement suivi les directives du soviet de Petrograd, c'est-à-dire du bureau politique du Parti communiste qui devient immédiatement le parti unique qui fait corps avec l'État. C'est un aspect essentiel du totalitarisme. Et le Parti communiste, donc, qui fait corps avec l'État, va organiser une bureaucratie très complexe. On se demande pourquoi, puisqu'en réalité, tous les pouvoirs reposent entre les mains de Lénine. Eh bien, cette bureaucratie est tout à fait nécessaire, car c'est un régime de terreur et de surveillance, et que donc il faut surveiller les membres du parti eux-mêmes. La Tchéka va être créée par un ordre secret dès 1917, elle va être chargée de surveiller, éventuellement d'exécuter tous ceux qui dévient des ordres de Lénine et de sa bande, et cette Tchéka va s'appeler par la suite le GPU, le NKVD et le KGB, c'est la même réalité. Et c'est dès 1917 que sont ouverts les camps de travaux forcés pour les opposants. On appellera le Goulag, du nom de l'administration qui s'occupe de ces camps. Et bien entendu, la société est embrigadée de haut jusqu'en bas par ce parti unique, dont l'organe est le journal La Pravda. L'enseignement est immédiatement entièrement nationalisé et mis aux normes de la doctrine marxiste, qui est par ailleurs athée. La jeunesse est embrigadée dans les mouvements de pionniers, puis de komsomol, dont on peut être membre de 15 jusqu'à 28 ans. Et la première tâche des bolcheviks, une fois au pouvoir, c'est de mettre en œuvre la collectivisation des moyens de production qui doit apporter rapidement le bonheur parfait, puisque le capitalisme est la source de tous les maux selon la doctrine marxiste. Donc dès novembre 1917, toutes les terres, le bétail et les bâtiments agricoles sont collectivisés, c'est-à-dire confisqués. Les premières victimes de ces confiscations sont ce qu'on appelle les koulaks, qu'on qualifie quelquefois de paysans riches. Ce sont tout simplement des paysans propriétaires. Évidemment, les paysans qui ne sont pas propriétaires de terre, on ne peut pas les exproprier. Et c'est une classe de paysans qui a été constituée par le Premier ministre de Nicolas de Stolypine, qui avait été assassiné en 1911, et qui permettait d'exempter une partie des paysans de l'exploitation collective des terres, qu'on appelait le MIR, et de leur permettre de devenir propriétaires. Le but était de constituer une classe moyenne de paysans propriétaires qui servent de soutien au régime et qui servent de noyau au progrès de l'agriculture russe, puisque la Russie était un pays essentiellement agricole. Et ces terres collectivisées vont être exploitées en commun dans des grandes fermes collectives, qui vont s'appeler d'abord les sovkhozes dans les années 20, et puis vont s'y ajouter les kolkhozes à partir de 1928 sous Staline. Le principe est le même, c'est que les terres appartiennent à l'État et qu'elles sont exploitées par des paysans qui ne sont autres que des salariés de l'État et qui sont payés indépendamment des récoltes. Et le résultat de cette collectivisation des biens agricoles mais aussi industriels ne vont pas se faire attendre, c'est que dès 1921 éclate une grave famine, notamment en Ukraine. C'est assez paradoxal car l'Ukraine était le grenier à blé de la Russie, ce qui montre quand même l'efficacité de cette politique de collectivisation. Il ne faut pas confondre cette famille avec une deuxième famille, encore plus meurtrière, qui fera 6 millions de morts, qui sera organisée volontairement par Staline en 1931. Et pour éviter la catastrophe complète, en 1921, Lénine décrète un changement de politique, ce qu'on appelle une nouvelle politique économique, NEP, qui redonne une certaine place au marché, à l'autonomie des entreprises et permet aux paysans d'exploiter directement les terres. Et quand on fait le contraire du communisme, les résultats ne se font pas attendre. Dès 1927, la production agricole et industrielle était remontée à leur niveau de 1913. Et Lénine meurt en 1924 et son successeur sera Staline, qui met aussitôt fin à la nouvelle politique économique. Et c'est seulement en 1928 que Staline va être détenteur de tous les pouvoirs, après l'élimination de tous ses rivaux, notamment Zinoviev, Kamenev et Trotsky. Trotsky sera expulsé de Russie, finira ses jours au Mexique, assassiné à coups de piolet par des agents de Staline, et Zinoviev et Kamenev seront exécutés lors des purges de Moscou.
Et l'ennui du système communiste, c'est qu'il recueille un très faible assentiment des masses. Donner spontanément tous ses biens à l'État, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu faire en dehors d'un régime communiste. Par conséquent, il faut l'imposer par la force. Et ce régime de terreur peut être justifié tant qu'il y a la guerre. Mais à partir de 1921, il n'y a plus la guerre, et donc il faut trouver d'autres raisons de justifier la terreur. Et ce moyen, c'est le plan quinquennal. À partir de 1928, Staline, qui a désormais donc tous les pouvoirs, décrète des plans quinquennaux. Et par conséquent, tous ceux qui ne respectent pas les objectifs de ce plan quinquennal sont des traîtres. Et ce plan quinquennal va donner la priorité à l'industrie lourde, qui est nécessaire au prestige du régime. C'est une absurdité économique, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la première. À l'industrie lourde contre les besoins agricoles et contre les besoins de consommation, c'est-à-dire les produits de première nécessité dont les gens ont besoin. Et quiconque ne respecte pas les objectifs du plan est évidemment un traître. Et ces objectifs sont énormes, si bien que pour les obtenir, on va allonger le temps de travail, on va adopter la semaine continue, c'est-à-dire qu'on travaillera y compris le dimanche, mais comme Dieu n'existe plus, ça n'a pas d'intérêt de se reposer le dimanche, bien entendu. Et puis on va établir des normes de production très élevées, c'est ce qu'on appelle le stakhanovisme. Stakhanov, c'est un ouvrier, un héros de l'Union soviétique, qui avait abattu 14 fois la norme de travail qui était proposée. Alors quand on arrive à travailler 14 fois plus que ce qui est demandé, ça prouve que ce qui est demandé est extrêmement faible et que le système est extrêmement mauvais. Mais ça n'a pas semblé frapper l'esprit de ceux qui ont mis en place cette propagande. Et cette propagande, d'ailleurs, a un certain succès dans les pays occidentaux, notamment en France. Le président Herriot, président du Conseil du cartel des gauches, ancien élève de l'école normale supérieure, a fait un voyage en Union soviétique en 1920, et à l'époque où faisait rage la famine, et il disait « Quand on me parle d'une famine en Ukraine, permettez-moi de hausser les épaules ». Donc il s'est laissé mener par le bout du nez et n'a rien vu, rien entendu. Ça a été le cas très largement parmi les intellectuels occidentaux. Quelques-uns ont quand même ouvert les yeux, il faut signaler notamment Gide, dont le retour du RSS lui a valu d'ailleurs quelques inimitiés parmi les esprits de la gauche. Et il faut préciser que le camouflage de la situation réelle de l'Union soviétique, les camps de travail, les exécutions sommaires, etc., n'ont pas été simplement ignorés par les socialistes français, ils ont été camouflés par les journalistes de l'Humanité, même du temps où c'était le journal de la SFIO. Ils ont sciemment menti pour ne pas noircir la réalité du socialisme. Et le pouvoir de Staline va être de plus en plus sans partage, il va éliminer sans pitié tous ses concurrents, ce qui va aboutir au grand procès de Moscou, qui vont durer de 1936 à 1938. C'est là que Zinoviev et Kamenev vont être exécutés, ainsi que de nombreux autres. Et puis il y a également, en 1931, la famine organisée en Ukraine. On entoure un village avec des gens qui ont des fusils, et puis on confisque toutes les récoltes, on empêche les gens de partir, et ils meurent. C'est un procédé extrêmement simple. Mais tout cela ne plaisait quand même pas beaucoup aux pays occidentaux, et donc autour de l'Union soviétique s'était mis en place, dès 1917 et les années suivantes, un cordon sanitaire pour éviter que le communisme ne se répande ailleurs. D'autre part, la menace communiste, notamment en Allemagne et dans les pays d'Europe centrale, était particulièrement redoutable, et donc des partis anticommunistes avaient vu le jour, bien entendu en Italie avec le fascisme, puis en Allemagne avec le national-socialisme, également en Hongrie, et puis également en Espagne plus tard. Si bien que la Russie avait décidé d'amadouer un petit peu les démocraties occidentales. Elle était entrée à la Société des Nations en 1934, mais elle trouvait malgré tout que ces démocraties étaient assez faibles face au pouvoir, notamment de l'Allemagne nationale-socialiste ou de l'Italie fasciste. Et elle ne comptait pas trop sur eux pour les défendre contre ces idéologies qui étaient évidemment les ennemis jurés du communisme. C'est pour ça que Staline adopta une solution ingénieuse mais simple, c'est de se rapprocher de l'Allemagne elle-même. Si bien qu'en 1939 est signé le pacte germano-soviétique, un pacte de non-agression qui en fait donnera lieu à des échanges de matériel militaire. Les troupes allemandes, quand elles vont commencer à se réarmer, vont aller s'entraîner en Union soviétique. Et puis ce pacte de non-agression est assorti d'une clause secrète qui se partage à l'avance les territoires qui vont être conquis, car la guerre est pour demain.